Parfois, on n'entend pas ce qu'on nous dit, on entend ce qu'on espère. Et c'est l'une des expériences les plus douloureuses que l'être humain puisse traverser dans l'amour, attendre une réponse qui ne vient pas, puis un jour cesser d'attendre. Et c'est précisément à ce moment-là que tout change. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène que beaucoup d'entre vous ont vécu, ou sont peut-être en train de vivre. Ce moment étrange, presque cru dans sa logique, où un homme qui s'était éloigné revient, non pas quand on le suppliait, non pas quand on lui envoyait des messages à minuit, non pas quand on lui montrait à quel point on avait besoin de lui, mais précisément quand on avait enfin trouvé la force de lâcher prise, quand on avait recommencé à vivre, quand pour la première fois depuis longtemps, on ne pensait plus à lui en se réveillant. Pourquoi revient-il à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans la psychologie d'un homme, mais aussi dans la dynamique d'une relation, pour que ce retour se produise exactement quand on ne l'attend plus ? Et surtout, parce que c'est la vraie question, que faire de ce retour ? Faut-il lui ouvrir la porte ? Faut-il l'ignorer ? Ou faut-il d'abord se demander ce qu'on veut vraiment pour soi ? Je voudrais traverser ces questions avec vous, avec douceur, sans jugement, et avec la profonde conviction que comprendre ce qui se passe intérieurement, en soi et dans l'autre, est toujours un acte de liberté. Parce que la connaissance ne nous rend pas froid, elle nous rend libres. Et la liberté intérieure, dans l'amour, est peut-être la chose la plus précieuse qui soit. Permettez-moi de commencer par quelque chose qui peut sembler paradoxal. Dans toutes les années où j'ai accompagné des personnes en thérapie, dans toutes les conversations que j'ai eues sur l'amour, la perte, l'attachement et la guérison, une constante est apparue encore et encore. Les êtres humains ne désirent pas ce qu'ils ont. Ils désirent ce qu'ils pourraient perdre. Ce n'est pas une critique, c'est une observation profondément humaine. Et elle s'enracine dans quelque chose de très ancien dans notre cerveau, dans notre histoire évolutive, dans la façon dont nous avons été construits pour réagir à la rareté, à la menace, à la disparition. Quand quelqu'un est là, disponible, présent, aimant, le cerveau, d'une certaine façon, s'habitue. Il enregistre cette présence comme une donnée stable. Et les données stables n'activent pas le désir. Le désir s'active dans le mouvement, dans l'incertitude, dans la question ouverte. Imaginez une rivière que vous connaissez depuis l'enfance. Elle coule derrière chez vous. Vous la regardez parfois, mais vous n'y pensez pas vraiment. Un jour, la rivière disparaît. Elle change de cours ou elle se tarit. Et soudain, vous ne pensez plus qu'à elle. Vous vous demandez comment vous avez pu passer des années sans vraiment la voir. L'amour ressemble parfois à cette rivière. Et ce que je viens de décrire n'est pas une manipulation. Ce n'est pas un calcul. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus inconscient. C'est la façon dont fonctionne l'attachement humain. Et c'est précisément pourquoi il est si important de le comprendre. Dans cette première partie, je voudrais explorer ce que les psychologues appellent le système d'attachement. Parce que tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, le retour de l'homme qui s'est éloigné, le silence qui précède ce retour, la douleur de l'attente et la surprise du moment où on a enfin lâché, tout cela prend sa source dans quelque chose qui s'est construit très tôt dans notre vie, bien avant la première histoire d'amour, bien avant l'adolescence. John Bowlby, le psychiatre britannique qui a fondé la théorie de l'attachement, a passé sa vie à observer quelque chose de simple mais de bouleversant. Les êtres humains ont un besoin fondamental de connexion. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la dépendance pathologique. C'est une nécessité biologique. Un enfant qui n'est pas touché, qui n'est pas regardé, qui n'entend pas de voix douce se pencher vers lui. Cet enfant ne se développe pas normalement. Il souffre, parfois profondément. Et ce besoin de connexion ne disparaît pas avec l'âge. Il se transforme, il se déplace vers d'autres figures, l'ami intime,
le partenaire amoureux, parfois le thérapeute ou le mentor, mais il reste là, il reste présent. Et quand une relation amoureuse vient menacer ou nourrir ce besoin fondamental, quelque chose de très puissant se met en mouvement en nous. Les chercheurs qui ont travaillé dans la lignée de Bowlby, Mary Ainsworth, Mary Main et plus récemment des cliniciens comme Sue Johnson ont identifié différents styles d'attachement. Et je ne vais pas vous en faire un exposé académique parce que ce n'est pas l'esprit de ce que je veux partager avec vous. Mais il est important de comprendre 2 ou 3 choses essentielles. Certains d'entre nous ont développé ce qu'on appelle un attachement sécure. Cela signifie que, enfant, nous avons eu des figures d'attachement suffisamment fiables, suffisamment présentes pour que nous puissions construire une représentation interne de l'amour comme quelque chose de stable, quelque chose qui ne disparaît pas quand on ne le voit pas, quelque chose qu'on peut quitter et retrouver. D'autres ont développé un attachement dit anxieux. Ces personnes ont tendance à avoir besoin de beaucoup de réassurance dans leurs relations. Elles ont appris très tôt que l'amour pouvait disparaître sans prévenir et elles ont développé une vigilance constante, une sorte d'hypervigilance relationnelle pour tenter de le retenir. D'autres encore ont développé un attachement évitant. Et c'est ici que notre sujet d'aujourd'hui commence à prendre tout son sens. Parce que beaucoup d'hommes qui s'éloignent, qui maintiennent une distance émotionnelle, qui semblent ne pas avoir besoin de l'autre, beaucoup d'entre eux ont un style d'attachement évitant. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ont appris très tôt que les émotions intenses étaient dangereuses, qu'exprimer ses besoins risquait d'être mal reçu, qu'il valait mieux être autonome, distant, de ne pas trop demander. Et voilà le paradoxe magnifiquement douloureux que nous allons explorer. L'homme à attachement évitant s'éloigne pour se protéger. Mais quand l'autre disparaît vraiment, quand la femme cesse d'attendre, cesse d'espérer, recommence à vivre, quelque chose se réveille en lui, quelque chose qu'il croyait avoir maîtrisé, une forme de vide, une forme d'inquiétude, un besoin qu'il n'avait pas vu venir, et c'est là qu'il revient. Je voudrais vous parler d'une femme que j'ai accompagnée, appelons-la Claire. Claire avait 38 ans quand elle est venue me consulter. Elle vivait depuis 2 ans dans une relation qui la laissait épuisée. Son partenaire, Pierre, était présent et absent en même temps. Il répondait à ses messages avec des heures de retard. Il annulait des projets sans vraiment s'excuser. Il semblait distrait dans les moments d'intimité. Et pourtant, il n'était pas parti. Il était là, mais à moitié. Claire avait tout essayé. Elle lui avait dit ce qu'elle ressentait. Elle avait été patiente. Elle avait été moins exigeante. Elle avait essayé d'être plus légère, plus drôle, moins émotionnelle. Elle avait lu des livres, elle avait cherché des réponses. Rien ne changeait vraiment. Et puis, un jour, quelque chose s'est cassé en elle. Non pas dans la colère, non pas dans un grand éclat, mais dans une sorte de résignation douce, presque sereine. Elle a décidé de ne plus attendre. Elle a recommencé à voir ses amis. Elle s'est réinscrite à un cours qu'elle avait abandonné. Elle a recommencé à faire des projets pour elle, sans lui. Elle ne l'a pas quitté officiellement, mais elle s'est retirée intérieurement. 3 semaines plus tard, Pierre avait changé. Il appelait davantage. Il s'investissait. Il proposait des sorties, des voyages. Il voulait parler de l'avenir. Claire est venue me voir avec cette question dans les yeux, une question qui contenait à la fois de l'espoir et de l'épuisement. Est-ce que je peux lui faire confiance maintenant? Et ma réponse, ce jour-là, n'a pas été simple. Parce que la vraie question n'était pas « Pourquoi est-il revenu ?» La vraie question était « Qu'est-ce que Claire voulait maintenant pour elle-même ?» Nous y reviendrons. Mais je voudrais d'abord continuer à creuser ce qui se passe à l'intérieur de l'homme qui s'éloigne. Parce que comprendre cela, c'est déjà se libérer d'une partie de la douleur.
Quand un homme à attachement évitant est dans une relation, il vit quelque chose d'étrange et de contradictoire. Il a choisi cette femme. Il l'a choisie parce que quelque chose en elle l'a touché. Quelque chose en elle lui a semblé désirable, important, précieux. Mais dès que la relation commence à se rapprocher, dès que les émotions deviennent plus profondes, dès que les besoins de l'autre deviennent plus visibles, dès qu'il sent que l'attachement grandit, quelque chose en lui se referme. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une réponse automatique, souvent inconsciente, à une menace interne qu'il ne sait peut-être même pas nommer, la peur de la dépendance, la peur de perdre son autonomie, la peur d'être submergé par les émotions de l'autre, la peur parfois de décevoir, et donc il s'éloigne. Pas toujours physiquement, souvent émotionnellement. Il devient plus distant, moins présent, moins engagé. Et l'autre, celle qui a un attachement plutôt anxieux, ce qui est souvent le cas en ces dynamiques, parce que les opposés se cherchent, l'autre sent ce retrait et devient plus présente, plus intense, plus dans la demande. Ce qui, bien sûr, accentue l'évitement de l'autre. Et on entre dans ce que les thérapeutes de couple appellent la danse poursuivant-distanceur. Une danse épuisante. Une danse dans laquelle plus l'un avance, plus l'autre recule. Plus l'un recule, plus l'autre avance, jusqu'au moment où la poursuivante s'arrête. Si ce que vous entendez vous touche, si quelque chose dans ces eaux résonne avec votre expérience, je vous invite à vous abonner pour continuer à recevoir ces réflexions sur la psychologie de l'amour et sur l'art de prendre soin de soi dans les relations. Votre présence ici compte vraiment. Quand la poursuivante s'arrête, quand elle cesse d'avancer, quand elle cesse d'attendre, quand elle recommence à habiter sa propre vie, quelque chose de fondamental change dans la dynamique. L'espace que son désir, son attente, ses messages, ses espoirs occupaient disparaît, et cet espace vide produit quelque chose dans l'homme distanceur qu'il n'avait pas prévu. Les psychologues ont un terme pour cela, l'activation du système d'attachement. Tant que l'autre était là, à distance raisonnable mais toujours présente dans sa demande, l'homme évitant pouvait maintenir son équilibre défensif. Il n'avait pas à ressentir le manque, parce que l'autre était toujours là, attendant. La vie n'existait pas vraiment. Mais quand l'autre part, vraiment, quand elle se retire non pas dans la colère mais dans la paix, quand elle ne répond plus avec la même urgence, quand elle commence à briller d'une lumière différente, plus calme, plus libre, alors le système d'attachement de l'homme, évitant s'active. Le vide devient réel, et le désir naît du vide. Cela semble presque injuste, je sais. Et je comprends que pour beaucoup d'entre vous, cette compréhension peut amener une question légitime et même douloureuse. Donc, pour qu'il revienne, il faut que je fasse semblant de ne pas l'aimer, il faut que je joue un rôle, il faut que je me fasse souffrir pour qu'il se réveille. Non, ce n'est pas ce que je dis. Et je veux être très clair là-dessus parce que c'est peut-être la partie la plus importante de ce que je partage aujourd'hui. Oui, le lâcher-prise ne doit pas être une stratégie, il doit être une guérison. La femme qui cesse d'attendre parce qu'elle a décidé de faire semblant pour qu'il revienne reste dans la même prison. Elle s'est juste tournée d'un autre côté dans sa cellule. Elle continue à organiser sa vie autour de lui, à attendre sa réaction, à guetter ses messages. Elle n'est pas libre. Elle joue un rôle. La femme qui cesse d'attendre parce qu'elle a vraiment décidé que sa vie méritait de être vécue pour elle-même, cette femme, elle opère une transformation profonde. Et c'est cette transformation qui change quelque chose dans la dynamique. Pas comme une stratégie, comme une réalité. Parce que ce que l'autre perçoit, ce n'est pas un comportement calculé, c'est une énergie différente, une présence différente. Quelque chose qui dit, sans mots, je vaux quelque chose, je suis entière, je n'ai pas besoin que tu me valides pour être réel. Et cette énergie-là est profondément attractive.
pas pour des raisons superficielles, mais parce qu'elle réveille, chez l'autre, quelque chose d'authentique. Je voudrais maintenant entrer dans une dimension qui me tient particulièrement à cœur, la question de l'estime de soi dans les relations amoureuses. Parce que je crois profondément que la façon dont on se traite soi-même dans une relation amoureuse est le reflet direct de la façon dont on pense mériter d'être traité. Quand une femme attend un homme qui s'éloigne, quand elle lui envoie un message de plus, quand elle lui explique une nouvelle fois pourquoi elle souffre, quand elle s'excuse d'avoir trop demandé, il se passe quelque chose d'invisible, mais de très réel. Elle envoie à son propre cerveau un message. Ses besoins à lui sont plus importants que les miens. Sa présence à lui justifie que je renonce à ma dignité. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Et c'est quelque chose que j'ai vu chez des personnes extraordinairement intelligentes, extraordinairement fortes dans tous les autres domaines de leur vie, et qui, dans l'amour, perdaient quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que l'amour active nos blessures les plus profondes. Il réveille l'enfant que nous avons été. L'enfant qui avait besoin d'être vu, reconnu, aimé, et qui a parfois dû se plier, se faire petit, cesser d'exprimer ses besoins pour maintenir le lien avec ses figures d'attachement. Cet enfant-là ne disparaît pas à l'âge adulte. Il continue à répondre. Et dans les relations amoureuses, surtout les relations intenses, surtout les relations qui réactivent les premières blessures, cet enfant reprend parfois les commandes. Et donc, la vraie question n'est pas comment faire pour qu'il revienne. La vraie question est comment apprendre à m'aimer assez pour que sa présence ou son absence cesse de définir ma valeur. Cette question, je l'ai posée à Claire lors d'une de nos séances, et elle a pleuré, non pas de tristesse, mais parce qu'elle réalisait qu'elle n'avait jamais vraiment posé cette question auparavant. Elle s'était toujours demandé comment être plus aimable, comment être plus désirable, comment retenir, jamais comment s'appartenir. Ce moment dans une thérapie, ce moment où quelqu'un commence à se voir comme le sujet de sa propre vie, et non plus comme le personnage secondaire de l'histoire d'un autre, ce moment est l'un des plus beaux que je connaisse dans le travail clinique. Je voudrais maintenant parler de quelque chose que les psychologues appellent la fenêtre d'attractivité. C'est pas un concept glamour, c'est une réalité profondément humaine. Et elle explique, en partie, pourquoi le retour se produit toujours au même moment. Quand une femme est dans la phase d'attente active, quand elle est dans la douleur de l'espoir, quand elle cherche, quand elle demande, elle émet quelque chose qui, dans le langage de l'attachement, s'appelle une anxiété d'attachement visible. Et cette anxiété, paradoxalement, crée une sorte de pression sur l'autre. Elle le place dans une position de pouvoir qu'il n'a pas nécessairement choisie et qui, pour un homme à tendance évitante, devient inconfortable. Parce qu'elle lui rappelle la dépendance, elle lui rappelle la vulnérabilité. Et ce sont précisément les choses dont il s'éloigne. Mais quand cette pression disparaît, quand la femme cesse de demander, cesse d'espérer, cesse d'attendre, quelque chose change dans la perception de l'homme. La pression disparaît. Et avec elle, la résistance. Ce qui était trop proche devient soudain quelque chose qu'on risque de perdre. Ce qui était acquis devient soudain précieux. Et c'est là que se révèle quelque chose d'importance sur la nature du désir humain. Le désir n'est pas une réponse à la disponibilité. Le désir est une réponse à la valeur perçue. Et la valeur perçue augmente quand la chose n'est plus certaine. Ce n'est pas manipulatoire dans son essence. C'est simplement ainsi que nous fonctionnons. Et le comprendre, c'est cesser de se blâmer pour avoir trop aimé, et commencer à comprendre comment aimer d'une manière qui préserve à la fois la connexion et le biscuit, autonomie. Parce que c'est bien là l'équilibre délicat de tout amour sain, être vraiment avec l'autre tout en restant vraiment soi-même.
Si ce contenu vous touche, si vous sentez que ces réflexions vous apportent quelque chose, n'hésitez pas à les partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour rejoindre cette communauté de personnes qui choisissent de comprendre plutôt que de subir. Permettez-moi maintenant d'aborder une dimension que j'aime beaucoup, la question du temps et de la maturation intérieure. Parce que le retour d'un homme, quand il se produit, arrive rarement par hasard. Il arrive rarement sans qu'un processus intérieur ait eu lieu, même si ce processus est resté largement inconscient. Imaginez une graine que vous avez plantée sans le savoir dans la relation. Chaque conversation honnête, chaque moment de vraie connexion, chaque instant où vous avez montré qui vous étiez une femme entière, aimante mais pas perdue, présente mais pas dépendante. Chaque de ces moments était une goutte d'eau sur cette graine. Et la graine a besoin de temps. Elle a besoin d'obscurité. Elle a besoin de solitude. Elle ne peut pas pousser sous la lumière constante de l'attente et de la demande. Mais dans l'ombre de l'absence, dans le silence qui suit le retrait, quelque chose germe. Ce quelque chose, c'est la prise de conscience. Parfois, elle arrive sous forme d'une pensée soudaine, un matin. En se réveillant, je ne me souviens plus de la façon dont elle rit. Parfois, elle arrive sous forme d'un manque diffus, d'une inquiétude légère qui ressemble à la nostalgie. Parfois, elle arrive parce qu'il rencontre une autre femme, qu'il tente de s'y intéresser et qu'il réalise que quelque chose n'est pas là, quelque chose qu'il n'avait pas su nommer quand il l'avait. Cette maturation, cette prise de conscience, elle est réelle. Elle n'est pas toujours suffisante. Elle n'est pas toujours accompagnée des ressources nécessaires pour changer vraiment. Mais elle est réelle. Et c'est pourquoi le retour d'un homme n'est pas nécessairement une manipulation, ni un caprice, ni le signe qu'il valait rien depuis le début. C'est souvent le signe qu'il a traversé quelque chose qu'il n'était pas capable de traverser avant. La vraie question, bien sûr, reste entière. Ce que lui a traversé, est-ce assez? A-t-il changé suffisamment? A-t-il les ressources pour faire autrement cette fois? Et est-ce que vous voulez encore essayer? Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la tentation de la fausse réconciliation. C'est l'un des pièges les plus courants et l'un des plus douloureux. Quand un homme revient après une longue absence, après un retrait qui a coûté, quand il revient avec de la chaleur, de la présence, des mots doux, des gestes attentionnés, quelque chose de très puissant se passe à l'intérieur de celle qui a attendu. Quelque chose qui ressemble à un soulagement immense, presque physique, le manque qui disparaît, la tension qui se relâche, la validation tant espérée qui arrive enfin. Et dans cet état de soulagement intense, il est très difficile de penser clairement, parce que le cerveau, dans ces moments-là, libère de l'ocytocine, de la dopamine, des molécules du lien, des molécules du plaisir. Et ces molécules brouillent le jugement. Elles nous disent « reste, c'est ce que tu voulais, sois heureuse ». Mais la vraie question, la question difficile, la question qui demande du courage, est celle-ci. Est-ce que quelque chose a fondamentalement changé? Ou est-ce que je suis en train de revenir au même endroit, avec la même personne, pour revivre la même chose? Parce que le retour d'un homme ne signifie pas sa transformation. Un homme peut revenir parce qu'il s'ennuie, parce qu'il a essayé avec quelqu'un d'autre et que ça n'a pas marché, parce qu'il a peur d'être seul, parce qu'il a besoin de réassurance. Ces retours-là ne sont pas des transformations, ce sont des répétitions. Et il y a aussi le retour qui est différent. Celui qui vient après un vrai travail intérieur, même partiel, même imparfait. Celui qui s'accompagne de mots nouveaux, d'une humilité nouvelle, d'une capacité nouvelle à rester présent dans l'inconfort de la connexion. Celui qui dit, non pas avec des promesses abstraites, mais avec des comportements concrets. J'ai compris quelque chose.
je veux essayer autrement. Ces deux retours se ressemblent de l'extérieur. Ils produisent le même soulagement au premier abord. C'est pourquoi il est si important d'observer, non pas avec méfiance, non pas avec une armure, mais avec une présence consciente à ce qui se passe vraiment. Est-il capable d'entendre mes besoins sans se retirer? Est-il capable de rester dans une conversation difficile sans fuir? Est-il capable de reconnaître ce qui s'est passé, sans minimiser, sans rejeter la responsabilité sur autre chose? Ce sont ces questions-là qui comptent, pas les déclarations, pas les promesses, les comportements. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre aspect de cette dynamique, un aspect que l'on évoque moins souvent, mais qui me semble fondamental. C'est la question de ce que la femme, dans cette histoire, a appris sur elle-même pendant l'absence. Parce que les périodes d'attente, aussi douloureuses qu'elles soient, sont rarement des périodes vides. Elles sont des périodes de révélation. Elles nous montrent quelque chose de nous-mêmes que la relation avait peut-être obscurci. Pendant que Claire attendait Pierre, pendant ces mois où elle espérait, souffrait, cherchait des réponses, elle faisait aussi autre chose. Elle se redécouvrait. Elle se souvient d'un soir où elle est allée seule au cinéma, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Et en sortant, elle s'est rendue compte qu'elle s'était sentie libre. Elle s'était souvenue qu'elle aimait être seule parfois, qu'elle n'avait pas besoin qu'il soit là pour que la soirée soit belle. Ce genre de redécouverte, en apparence banale, est en réalité profondément significatif. Il marque le début d'un retour à soi. Et c'est ce retour à soi qui, paradoxalement, est la chose la plus importante dans cette histoire. Pas le retour de lui, le retour à elle-même. Parce que peu importe ce qui arrive avec cet homme, qu'il revienne ou non, qu'elle choisisse de lui ouvrir la porte ou non, ce qu'elle a retrouvé dans la période de l'absence est quelque chose qui lui appartient, quelque chose qu'aucune relation ne peut lui reprendre, tant qu'elle s'en souvient. Si, jusqu'à présent, quelque chose de ce que vous avez entendu vous a fait réfléchir, prenez un moment pour vous abonner. Ainsi, vous continuerez à recevoir davantage de réflexions sur l'art d'aimer sans vous perdre vous-même. Je voudrais maintenant entrer dans une dimension plus philosophique, une dimension que j'aime explorer parce qu'elle donne un sens plus large à tout ce que nous traversons. C'est la question de ce que l'amour nous apprend sur nous-mêmes. Les relations amoureuses sont, à bien des égards, les meilleurs miroirs que nous ayons. Non pas parce qu'elles nous montrent qui nous voulons être, mais parce qu'elles nous montrent, avec une précision parfois brutale, qui nous sommes réellement avec nos peurs, nos manques, nos schémas répétitifs, nos ressources insoupçonnées. Quand une femme attend un homme qui s'éloigne, elle apprend quelque chose sur elle-même. Elle apprend peut-être que l'abandon l'effraie plus qu'elle ne le pensait. Elle apprend peut-être qu'elle a tendance à se rendre responsable des absences des autres. Elle apprend peut-être qu'elle a une capacité immense à l'amour, mais qu'elle l'offre parfois sans réciprocité suffisante. Tout cela est de l'information. Précieuse, difficile mais précieuse. Et l'homme, de son côté, apprend quelque chose aussi. Il apprend peut-être que la liberté qu'il croyait protéger était en réalité de la peur. Il apprend peut-être que la distance qu'il maintenait n'était pas de l'indépendance, mais de l'évitement. Il apprend peut-être, quand elle n'est plus là pour le confirmer dans son importance, qu'il avait besoin d'elle plus qu'il ne le croyait. Ces apprentissages, des deux côtés, sont le vrai trésor de ces expériences douloureuses. Et je dis cela non pas pour minimiser la souffrance. La souffrance est réelle, et elle mérite d'être reconnue. Mais si elle peut être aussi porteuse de sens, alors elle n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive. Elle devient quelque chose qui nous construit. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une phrase que j'ai lue dans les écrits du philosophe Paul Ricoeur, et qui me revient souvent dans ce contexte. Il disait
d'une manière ou d'une autre, que se connaître soi-même, c'est toujours se connaître à travers l'autre. Nous ne nous découvrons jamais dans l'isolement pur. Nous nous découvrons dans la relation, dans ce que la relation réveille, provoque, révèle. Et en ce sens, même la relation douloureuse, même la relation qui s'est soldée par un éloignement, même l'attente et la perte, tout cela fait partie du chemin de connaissance de soi. Tout cela nous rapproche, si nous le laissons faire, de qui nous sommes vraiment. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de concret, quelque chose qui peut être utile si vous êtes en train de vivre cette situation. Soit l'attente, soit le retour, soit la question de ce qu'on fait de ce retour. Ce sont des repères intérieurs, non pas des règles, non pas des recettes, mais des boussoles. Le premier repère, c'est celui-ci. Observez vos propres émotions avec curiosité, pas avec jugement. Quand on est dans la douleur de l'attente ou dans la confusion du retour, il est très tentant de se juger, de se dire « je suis stupide d'attendre encore » ou « je suis froide de ne pas lui faire confiance » ou « je suis faible d'avoir envie d'y croire ». Ces jugements ne nous aident pas, ils nous enferment. Ce qui aide, c'est la curiosité. Qu'est-ce que je ressens vraiment ? D'où vient ce sentiment ? Qu'est-ce qu'il me dit sur moi, sur ce dont j'ai besoin, sur ce que je veux vraiment ? La curiosité est la forme d'intelligence émotionnelle la plus puissante que je connaisse. Elle transforme les émotions de problèmes à résoudre en informations à comprendre. Le deuxième repère, distinguer le passé du présent. L'une des choses les plus difficiles dans les relations qui ont été douloureuses, c'est que notre mémoire émotionnelle, ce que les neurosciences appellent la mémoire implicite, ne fait pas toujours la différence entre ce qui est passé et ce qui se passe maintenant. Le cerveau, quand il détecte des signaux familiers, réactive les émotions qui leur sont associées. Et donc, quand cet homme revient avec de la chaleur, avec de la présence, avec des mots doux, il est possible que vous ressentiez à la fois le soulagement du son-ci présent et la méfiance héritée du passé. Les deux sont valides. Les deux méritent d'être entendus. Mais il est utile de savoir de quelle époque vient ce que vous ressentez. Est-ce que je réagis à ce qu'il fait maintenant ou est-ce que je réagis à ce qu'il a fait avant ? Le troisième repère, faites confiance au comportement, pas aux mots. Je l'ai dit plus tôt et je le répète parce que c'est vraiment important. Les mots peuvent être magnifiques. Les promesses peuvent être sincères dans le moment où elles sont dites. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les comportements dans le temps. Est-ce qu'il est là quand c'est difficile ? Est-ce qu'il reste présent quand vous avez besoin de lui ? Est-ce qu'il fait ce qu'il dit ? La cohérence dans le temps est le seul vrai indicateur de la transformation. Et le quatrième repère, peut-être le plus important, demandez-vous ce que vous voulez vraiment pour vous-même, indépendamment de lui. Pas ce que vous voulez de lui, ce que vous voulez pour vous. Quel genre de vie voulez-vous avoir ? Quel genre d'amour voulez-vous vivre ? Quel genre de femme voulez-vous être dans une relation amoureuse ? Ces questions sont les vôtres. Elles ne dépendent pas de sa réponse. Et elles méritent d'être posées, même, surtout, au moment où vous êtes tenté de vous perdre dans la question de ce qu'il veut, de ce qu'il pense, de ce qu'il va faire. Permettez-moi d'explorer maintenant une autre dimension de ce phénomène. La question de l'identité féminine dans la culture contemporaine et de ce qu'on nous a appris, explicitement ou implicitement, sur ce que signifie être une femme qui aime. Pendant très longtemps, et d'une certaine façon encore aujourd'hui, on a valorisé chez les femmes la capacité à attendre, à pardonner, à être patiente, à maintenir le lien coûte que coûte, la fidélité, la persévérance dans l'amour, la capacité à aimer malgré la difficulté. Ces qualités ont été présentées comme des vertus féminines par excellence. Et il y a quelque chose de beau dans ces qualités. L'amour qui dure, l'amour qui traverse les difficultés, l'amour qui ne fuit pas au premier obstacle,
cela a une valeur réelle. Mais quand ces qualités deviennent des injonctions, quand on apprend aux femmes que leur valeur réside dans leur capacité à être aimées et à maintenir l'amour de l'autre, quand on leur apprend à se définir à travers le regard de l'autre, alors quelque chose de fondamental est tordu, parce que l'attente sans réciprocité n'est pas une vertu. La patience sans limite n'est pas de la force. Et rester dans une relation qui ne nous nourrit pas, au nom de la fidélité ou de l'amour, n'est pas du courage. C'est parfois de la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de ne pas mériter mieux. La vraie force, celle que j'ai vue chez les femmes qui ont traversé ces situations avec grâce, ce n'est pas la capacité à attendre indéfiniment. C'est la capacité à se demander honnêtement, est-ce que cette relation me grandit? Est-ce qu'elle me permet d'être davantage moi-même? Ou est-ce qu'elle me rapetisse? Et si la réponse à cette dernière question est oui, si cette relation me rapetisse, alors l'acte le plus courageux, le plus aimant envers soi-même, c'est de partir, non pas dans la colère, non pas dans la honte, mais dans la clarté. Il y a une méditation que j'offre parfois à des patientes qui sont dans cette situation. Je leur demande d'imaginer leur vie dans 10 ans, non pas la vie avec cet homme ou sans lui, mais leur vie telle qu'elles aimeraient qu'elle soit. Quel genre de femmes sont-elles? Comment se sentent-elles en se réveillant le matin? Quelles relations ont-elles autour d'elles? Qu'est-ce qu'elles ont construit, créé, traversé? Et puis je leur demande, dans cette vie que vous avez imaginée, est-ce que cet homme a sa place? Pas comme le centre de la vie, mais comme une présence qui s'ajoute à une vie déjà pleine. Cette méditation fait souvent quelque chose d'important. Elle remet la vie de la femme au centre de la question. Elle rappelle que la relation est une partie de la vie, une partie précieuse, importante, mais une partie, pas la totalité. Et quand une femme se rappelle cela, quelque chose change dans sa façon d'être en relation. Elle cesse d'être celle qui attend que la relation la comble. Elle devient celle qui arrive dans la relation avec quelque chose à offrir et quelque chose à recevoir, en égal. Si ce que vous entendez résonne avec ce que vous vivez, je vous invite à partager cet épisode avec une amie, une sœur, une femme dans votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Ces réflexions valent davantage quand elles se propagent. Je voudrais maintenant parler d'un thème que je trouve profondément humain et souvent mal compris. La solitude choisie et comment elle peut devenir un espace de guérison. Quand une femme cesse d'attendre un homme qui s'est éloigné, quand elle fait ce retrait intérieur dont nous avons parlé, elle entre souvent dans une période de solitude. Et cette solitude, au début, peut faire très mal, parce qu'elle est associée à l'absence, à la perte, à l'idée qu'on n'est pas aimé. Mais si elle est traversée avec conscience, si elle est habitée plutôt que fuie, cette solitude peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Elle peut devenir l'espace dans lequel on se retrouve soi-même. Pensez sa nature. Une graine germe dans l'obscurité et la solitude du sol. Elle a besoin de cet espace, sans lumière, sans regard, pour développer ses racines. Ce n'est qu'après, quand les racines sont solides, qu'elle peut pousser vers la lumière. La solitude choisie. La solitude qui n'est pas fuite mais présence à soi-même fonctionne un peu de cette façon. Elle permet à quelque chose de pousser en nous. Une clarté, une connaissance de ce qu'on veut vraiment, une reconnexion avec des désirs, des rêves, des plaisirs que la relation avait peut-être étouffés. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui, après une relation douloureuse, ont traversé cette période de solitude et en sont sorties transformées. Non pas guéries de tout, la vie ne fonctionne pas comme ça, mais plus proches d'elles-mêmes, plus à l'aise dans leur propre compagnie, plus capables ensuite d'entrer dans une relation sans y disparaître. Et souvent, très souvent, c'est précisément dans cette période de transformation que la vie leur a envoyé quelque chose de nouveau. Parfois cet homme qui revient,
parfois un amour nouveau, parfois simplement une forme de paix avec soi-même qui n'avait pas de